Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, hein? Le mois de février kicked my ass, ok? Le mois de février a été chargé, donc j'ai eu le temps de lire 11 livres. Mais parallèlement, parce que j'ai mis la priorité sur la lecture et genre regarder des séries, je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Il y a 5, souvent c'est soit des courts essais, genre une trentaine de pages, ou des romans graphiques dont je ne vais pas parler parce que j'ai pas grand chose à en dire à part oh c'était mignon, c'était sympa. Donc si vous voulez voir ça un petit peu, ce que j'ai lu au mois de février, je poste toutes mes lectures sur Instagram, dont sous le highlight lecture 2022. Donc voilà, si vous voulez les retrouver, ce sera ici. Les yeux rouges qui m'avaient été offerts par une de mes meilleures amies pour mon anniversaire en 2021. Donc ça va, il n'est pas resté hyper longtemps dans ma palle, mais je savais déjà que ça allait être horrible comme livre et je ne me trompais pas. Puis on va suivre une jeune femme qui reçoit un message sur Facebook et c'est l'engrenage parce que c'est un gars qui lui dit hey, j'aime beaucoup votre travail, machin, tout ça, est-ce qu'on pourrait un peu discuter et tout. Et elle se retrouve un petit peu dans cet engrenage des réseaux sociaux et tout. Et finalement il va faire de sa vie un véritable enfer en fait. Il y a une véritable campagne de diffamation parce que du coup elle est journaliste en plus. Et vraiment je ne peux pas vous le résumer mieux. Mais ce qui a été écrit derrière, c'est Myriam Leroy dépeint avec brio la mécanique glaçante du harcèlement en ligne, cet autre visage de la misogynie. Et t'es là genre yes indeed, everything said. Donc c'est super bien écrit, c'est écrit d'une manière vraiment très bizarre. C'est écrit comme ça. Il s'appelait Denis, il était enchanté, nous ne nous connaissions pas, enfin de toute évidence, je ne le connaissais pas, mais lui savait fort bien qui j'étais. Il m'écoutait à la radio, il appréciait beaucoup mon travail qu'il suivait de près et sur lequel il pouvait même se poser en exégète, lol, raison pour laquelle il se permettait cette intrusion sur Facebook, en espérant qu'elle ne me gêne pas. Ça rend les choses entre guillemets un peu froides, enfin, c'est censé rendre les choses froides, mais en fait j'ai l'impression que c'est encore plus glaçant parce que c'est vraiment très méthodique. Et ouais, c'est 150 pages, je dois vous avouer que c'est super triggering pour les gens qui ont subi le harcèlement en général. Ça vous rend un peu énervé quoi. Énervé tout simplement de lire encore ce genre de choses et de se dire oui, cette situation peut totalement se passer, la justice ne ferait rien, il y aurait une espèce de groupe de mascus qui soutiendraient le fameux Denis, etc. Donc non franchement oui, tout ça est tellement réaliste, peut tellement arriver, ça vous glace le sang. Et c'était super bien écrit, c'était horrible, mais du coup après ce livre j'ai eu un peu besoin d'aller vers quelque chose de plus mignon, hein, de plus sympathique. J'avais vraiment envie de changer totalement et c'est là où j'ai lu My Dangerous Duke de Gaëline Follet. Oui, j'ai essayé pour le week-end de la Saint-Valentin, vous voyez un petit peu mode romance, j'ai essayé une romance historique et oh boy, j'étais là, oh, non. Alors c'est l'histoire de Kate Madsen qui est kidnappée, alors on est dans les années 1800, hein, encore noyée. Elle est kidnappée, elle est emmenée dans le château du duc de Warrington, qui ne sait pas qu'elle n'est pas consentante, mais en gros elle est à moitié droguée et offerte au duc comme jeune femme de plaisir, je ne sais pas, genre prostituée. Sauf que évidemment encore heureux, c'est quand même un truc qui est paru dans les années 2018-2019 je crois, donc le duc ne la force pas, ne la viole pas ni rien, se rend compte qu'elle est droguée, se dit oula il y a un problème, donc le lendemain elle lui dit oui j'ai été kidnappée machin et tout. Et il se dit qu'il y a un truc qui tourne pas rond quand même, pourquoi on l'a amenée elle, blabla, enfin bon, un peu de mystère. Et ça va être vraiment identité secrète, genre ils se rendent compte qu'elle est la fille d'un ancien ennemi / allié, on ne sait pas trop, que du coup elle est naturellement l'ennemi du duc parce que lui du coup il a du sang anglais qui coule dans les veines et elle apparemment elle a un peu de sang français, donc vous voyez les anglais et les français. Et puis lui au fait on découvre que genre il est un espion machin et un assassin, tout ça.
Oh là là, mais je vous jure, c'était mais... Et il y a un moment, on part en quête d'une espèce de trésor, il y a moitié des pirates, j'étais là genre what. On a vraiment une image des personnages masculins et féminins. On sent que l'autrice essaie d'aller un petit peu, de nuancer, d'aller un peu à l'encontre des clichés qu'on pourrait avoir. Mais les clichés sont toujours là en fait, parce qu'on a genre la fille qui lit beaucoup, qui s'est beaucoup instruite, du coup qui a de la culture, etc., qui peut tenir une conversation avec un homme sur les politiques ou l'histoire, enfin bref voilà. On a cet homme qui est vraiment décrit comme étant imposant, comme étant... le mot c'est towering, donc vraiment towering male frame. Il était si imposant, si grand, si machin. Tout ce qu'on peut avoir, mais décrit de manière... érotique en fait, érotisé du fait qu'il la domine physiquement, qu'il est très fort, qu'il est voilà. Et donc on sent que l'autrice essaie d'un petit peu de s'éloigner de l'image de la jeune fille en détresse qu'il peut y avoir dans pas mal de romances historiques, mais elle n'arrive pas à s'en détacher complètement en fait, parce que bah on revient à certains tropes qui sont toujours là en fait, et qui sont pour moi, j'arrêtais pas de me dire mais waouh, c'est vrai que l'image de l'homme fort, imposant, etc., qui domine le personnage féminin est toujours là en fait, et c'est un truc de fou dans des romances des années 2018-2019, enfin voilà, les années 2020, et j'étais là en mode ok. Et on a évidemment le trope que je déteste le plus, un des tropes que je déteste le plus, c'est tu n'es pas comme les autres filles. Ah voilà, elle n'est pas comme les autres femmes, évidemment. Elle est meilleure, ça sous-entend qu'elle est meilleure, ça sous-entend que les autres femmes comparées à elle sont plus stupides, n'ont jamais réussi à faire qu'il tombe amoureux d'elle et tout, étaient là seulement pour son plaisir, et là elle est là en mode... Enfin, je comprends que du coup, quand t'es dans une romance, l'autre personne te paraisse unique, mais en fait, tu n'es pas comme les autres femmes, comme les autres filles. Pour moi c'est un red flag, franchement c'est genre ah bon, bah comment elles sont les autres femmes, ah d'accord, tu penses que ce sont des cruches, tu penses qu'elles sont stupides, tu penses que machin, parce que tu n'es pas comme les autres personnes, tu es quelqu'un d'unique que je n'ai jamais rencontré, c'est différent vous voyez. Et on a finalement, mais vraiment, cette femme qui n'était pas si bête que ça. Et alors là, on a une scène où elle le voit assassiner quelqu'un, parce que bah on rappelle, le monsieur est un assassin quand même, et elle est là, ah mais maintenant je pense qu'il a encore plus besoin de tendresse. Je pense que personne ne lui a donné suffisamment de tendresse, et genre il a encore plus besoin de tendresse parce qu'il fait des choses dures, genre c'est un assassin pour le roi. Et en mode oh, non girl, no. J'ai fini par lui mettre je pense 2,5 sur 5 parce que je l'ai quand même lu, j'étais plus ou moins divertie à certains moments. On continue sur la petite semaine de la romance, et donc j'ai enchaîné avec The Roughest Draft de Wyberley et Sigemund. Du coup c'est un couple d'auteurs et autrices, un auteur et une autrice, qui ont écrit cette romance qui parle, en fait, vous allez remarquer, j'aime quand c'est métalinguistique, métaphysique, etc. Parce que là, on est sur une narration dans la narration, parce qu'on va suivre deux personnages, un auteur et une autrice, qui il y a 4 ans ont arrêté de collaborer. En fait, ils ont écrit 2 best-sellers absolus, et puis en fait, personne n'a su comment ni pourquoi. Ils n'ont jamais écrit le 3e livre dans leur contrat. Et là, évidemment, bien entendu, ils vont devoir écrire le dernier livre du contrat, parce que les éditeurs vont être un peu là en mode écoutez les gars, vous avez signé un contrat pour 3 livres en fait, donc à un moment donné, à moins soit vous remboursez, soit vous écrivez ce fameux contrat. Et on a l'auteur, le personnage de l'auteur, désolé hein, les noms évidemment, lui il a sorti un livre en solo mais qui ne fonctionne pas très bien, donc il aurait besoin de ce 3e livre pour se relancer un peu. Et elle en fait leur ancienne agent à tous les deux est devenue son fiancé, et du coup lui met un peu la pression pour que professionnellement il puisse dire ah oui j'ai été l'agent de Katrina Bidule. Et c'est passé un truc entre eux évidemment qui fait qu'ils ne se sont pas parlé depuis 4 ans, qu'il y a du bad blood entre eux mais genre de ouf. Et ils vont devoir aller écrire ce fameux 3e livre en fait dans la maison dans laquelle ils ont écrit le 2e livre en Floride. Et on va avoir une timeline qui est double, c'est-à-dire ce qui s'est passé la dernière fois quand ils étaient en train d'écrire le 2e livre, et cette fois quand ils sont en train d'écrire le 3e livre, et qu'en même temps ils naviguent le fait que ils étaient super proches.
ils étaient super proches et maintenant ils le sont plus parce que ça fait 4 ans et il s'est passé quelque chose et on sait pas ce qui s'est passé. J'adore ce genre de romance entre des écrivains. J'avais déjà adoré Beach Read de Emily Henry, c'est une de mes romances préférées. Là je trouve qu'on travaille encore plus sur le côté écriture et on est dans quelque chose de légèrement quand même plus dramatique avec des moments vraiment durs et des remises en question, genre de pas penser qu'on mérite un certain type de relation, d'avoir peur de devenir successful. Les mots en français aujourd'hui, les mots en français les gars, d'avoir peur de devenir connu, d'avoir cette pression de quand on a déjà fait paraître plusieurs livres de devoir faire mieux, etc. Donc il y avait pas mal de choses sur le métier d'auteur et d'autrice qui vraiment m'a intéressée et j'ai trouvé la romance vraiment très organique, très naturelle, très belle en fait. Et voilà, franchement j'ai adoré ce bouquin. Et donc nouvelle romance préférée. Comme vous le savez, j'aime bien sauter d'un genre à un autre sans aucune logique entre deux. J'ai lu La parabole du Summer de Octavia E. Butler et je dis ça parce que c'est un post-apocalyptique. Nous sommes en 2024. Ah, c'est pas dans si longtemps que ça, vous êtes là en mode. Ça se passe de 2024 à 2027 je crois. Et donc on a un énorme dérèglement social, climatique, épidémie, pauvreté, violence. Je relis le derrière pour avoir toute la liste vraiment. On va suivre cette jeune femme qui est fille d'un pasteur noir de la communauté dans laquelle ils vivent. Ils se sont protégés par une espèce d'énorme mur et donc une bonne partie de l'histoire va se passer dans cette communauté protégée par un mur, mais dehors c'est vraiment la misère, c'est l'horreur. Ils sont vachement en autarcie à l'intérieur. Il y a quasiment plus du coup ça a été écrit en 90 ou 95 ou je sais plus quoi, donc il n'y avait pas internet, mais il y a quasiment plus de télé. C'est difficile, plus personne n'utilise le téléphone, ce genre de choses, difficile de trouver de la nourriture, l'eau est devenue hyper chère, bref, un scénario vachement catastrophe. Et on a notamment cette jeune femme qui est en pâte en fait, qui ressent la douleur des autres et qui aussi va essayer d'écrire une espèce de livre religieux qu'elle appelle le livre des vivants en fait. Ou alors la semence, ou je sais plus quoi, semence de la terre je crois, c'est ça le nom de, entre guillemets, sa religion. C'est plutôt une espèce de spiritualité qui dit que Dieu en fait n'est pas ce qu'on imagine être, mais qui est Dieu c'est le changement avec un grand C en fait. Donc pour moi, de ce que j'ai compris, Dieu c'est l'univers en fait, c'est la nature, c'est la force des choses, c'est la marche des choses, bref. Et donc c'est vachement, comme d'habitude dans les post-apocalyptiques que j'aime beaucoup, c'est vachement contemplatif, c'est vachement lent, mais on a aussi des discussions sur la religion, du coup. On a des discussions sur qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce qu'on serait prêt à faire pour survivre, évidemment, comme pas mal de post-apocalyptiques. Ça nous met face à une image à la fois pleine d'espoir de l'humanité, avec les gens qui s'entraident, etc., mais aussi une image assez horrible avec des gens qui se tuent, qui se mangent, ce genre de choses. C'est que ça change un peu. Avec des questionnements aussi du coup sur l'esclavage moderne, puisqu'il y a des communautés qui se créent qui sont entourées de murs, de barbelés, etc. Et à l'intérieur en gros c'est un esclavage moderne, c'est-à-dire qu'on dit aux gens oui on vous donne le gîte, le couvert, etc. Mais ils sont gardés par des gens en armes, ils peuvent pas vraiment sortir de la communauté, ils seront pas payés pour leur travail. Voilà, donc gros red flag, n'est-ce pas les amis? Vraiment hyper intéressant. Ça a été écrit en 1995, c'est impressionnant parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment les gars, c'est totalement ce qui se passe en ce moment. Un roman graphique qui m'a été offert à Noël et que voilà j'ai lu immédiatement, c'est Coming In de Elodie Font et Carole Morel. Elodie Font c'est l'autrice, Carole Morel l'illustratrice, j'adore, mais il est tellement mignon. Vraiment un super roman graphique. Je sais pas s'il parlera à toutes les personnes de la communauté LGBTQ+, parce que oui, du coup, Coming In, un petit peu je pense en réaction plus ou moins, mais aussi de manière complémentaire au Coming Out. C'est un roman graphique subtil pour arpenter le long chemin qui mène à soi. Visiblement la terre entière le savait avant elle. Hello est homo. Dans Coming In, Elodie Font raconte les longues années de l'adolescence à la trentaine qui lui ont été nécessaires avant de réussir à oser enfin être elle-même. Donc Coming In, c'est un peu accepter son orientation sexuelle, son expression de genre, etc. C'est censé expliquer quelque chose aux autres. Là c'est Coming In, c'est par rapport à vous, c'est hyper personnel, mais vraiment c'était beaucoup d'émotions en fait, et des plages
absolument magnifiques et des choses qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup touchée en fait. Donc on parle de cette personne homosexuelle qui ne combat pas, enfin peut-être dans son adolescence combat ça un peu, mais qui a du mal en fait à, pas à l'accepter, mais oui, mais à se rendre compte, à coming in en fait dans sa propre personne, son propre soi. Et c'était absolument magnifique, voilà, donc je vous le recommande. Je sais pas, du coup j'allais dire, je sais pas si ça parlera à tout le monde, parce que je pense qu'il y a des personnes qui acceptent leur appartenance à la communauté LGBTQ+, potentiellement beaucoup plus facilement, mais ça a vraiment beaucoup résonné, et voilà, il y avait plein de moments où j'étais vraiment extrêmement touchée, où voilà, j'ai versé quelques petites larmes, dada, je suis choke up avec l'émotion et tout, et hyper intéressant, voilà, ça a bien résonné, potentiellement, si c'est pas un chemin que vous avez suivi, ça vous intéressera quand même, mais ça résonnera peut-être pas autant, on va dire, mais en tout cas moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je suis très contente que ce roman graphique existe. Dernier livre dont j'aimerais vous parler, c'était la lecture commune qu'on a fait avec Marion de la chaîne Entre les Lignes. On a décidé pour le mois de février de lire Steam Sailors, le tome 2, donc Les Alchimistes, qui en plus, mais là je suis trop fan parce que il était signé. J'ai rencontré E.S. Green aux Imaginales d'octobre et je lui ai acheté Steam Sailors, je lui ai demandé de le signer, j'étais trop heureuse. Autant je trouvais que le tome 1 restait légèrement quand même en surface, ça n'a pas été le coup de cœur que ça a été pour beaucoup de personnes, notamment du PLIB, parce que le tome 1 a eu le PLIB 2021. Et j'ai largement plus apprécié le tome 2, parce que on creuse un petit peu les personnages secondaires, mais enfin les personnages principaux. Pour vous faire un petit résumé du tome 1, on va suivre Prudence qui se fait plus ou moins... Est-ce qu'elle se fait enlever? Ouais, enlever, secourir, je ne me souviens plus vraiment, par des pirates déserts en fait, qui sont sur l'héliotrope. Le tome 1 c'est l'héliotrope qui est le bateau. Le bateau qui d'ailleurs est... Où ça? Il est à la fin je crois. Il est ici, l'héliotrope. Voilà, donc c'est de la piraterie de l'air, il y a le bas monde, le haut monde, etc. avec un peu des îles qui flottent. C'est une imagerie qui me plaît beaucoup depuis que j'ai lu La Place Miroir de toute façon. Et donc on a une bande de pirates qui est vraiment très chouette, il y a plein d'actions. Et puis il y a une espèce de quête qui sous-tend tout ça où en fait ils cherchent une cité disparue. Donc c'est vraiment énormément de choses que j'apprécie dans un univers, une cité disparue qui fait penser un peu à l'Atlantide, voilà, des pirates déserts, un petit peu de magie puisque ça s'appelle l'alchimie, tout ça, la magie qui a disparu qui va revenir, des personnages, un groupe d'amis parce que du coup le groupe de pirates c'est un groupe d'amis quoi. Ça m'a fait un peu peur au début parce qu'on est un peu sur le creux du tome 2 et le moment où on se dit allez on sépare les personnages et on voit ce qu'ils deviennent chacun de leur côté, c'est plus cette bande ensemble, mais ça a totalement fonctionné. J'ai trouvé que vraiment il y avait une amélioration dans la manière de traiter les personnages, dans leur complexité, il y avait une amélioration dans l'écriture en général. Vraiment j'ai été plus marquée par ce tome 2 et j'ai hâte de lire le tome 3 d'ailleurs. Et les personnages sont séparés mais ça fonctionne en fait, vraiment le rythme n'est pas perdu pour moi. J'ai pas trouvé ça trop lent, j'ai pas trouvé qu'il y avait un énorme creux, donc voilà, je suis bien contente de l'avoir lu. Je lui ai mis une bonne note et j'ai hâte de lire le tome 3 maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Parlez-moi de vos lectures du mois de février, ça m'intéresse beaucoup. J'étais censée lire beaucoup d'autres choses. Parce que je me suis dit au début du mois de février, faisons une page du mois de février. That was a mistake. J'ai pas du tout lu ce que j'avais prévu de lire de base. J'ai lu quand même quelques trucs bien sympathiques et donc je suis super contente. Et voilà, dites-moi ce que vous avez lu au mois de février, est-ce qu'il y a certains de ces livres qui vous tentent, est-ce que vous avez des petites recommandations, tout ça. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.